L'Afrique de jadis. Et celle de demain? L'Afrique, jadis réservoir d'esclaves. Aujourd'hui, l'Afrique exporte ses matières premières. Pour le plus grand bien de tous, disent les uns, jusqu'à ruine totale du continent, affirment les autres. Il n'y a plus d'ébène, ni de bois de santal, ni de caoutchouc, presque plus d'or et d'ivoire. Mais il reste d'immenses forêts dans les régions équatoriales, au Gabon, par exemple. Le Gabon, ancienne colonie française, indépendant depuis plus de 15 ans, incroyablement riche en matières premières essentielles. Le Gabon chante son progrès, tel qu'il le rêve, et tel que le président Bongo l'a décrit dans son petit livre vert. Plus de tribus, plus de clans, une seule nation pour nos enfants, rassemblés dans le PDG, nous progressons dans l'unité. C'est la voix même du président Bongo qui dit le refrain. Ni à gauche, ni à droite, mais toujours de l'avant. Bongo l'a dit dans son petit livre vert, tous unis dans un pays prospère. Oh, chantons le Gabon nouveau. Oh, avec un tel Bernard Bongo. Nous les militants au sein du parti, changeons le Gabon et changeons la vie. Dans les écoles, travaillons pour développer notre Gabon. Le plus solide espoir du Gabon, ce sont ses enfants. Et la plus ancienne ressource du Gabon, c'est son bois. Tous unis dans un pays prospère. Le Gabon a le quasi-monopole de l'okoumé, bois dont on fait le contreplaqué. Mais dans cette région d'accès facile grâce au fleuve, l'okoumé a déjà presque complètement disparu. Monsieur Martin, exploitant forestier français, a donc dû s'intéresser à d'autres essences. En fait, Monsieur Martin n'a pas le droit de travailler ici. Les régions d'accès facile sont réservées aux exploitants gabonais qui très souvent cèdent leurs droits à des Européens contre 5% des bénéfices de l'exploitation. Ainsi, M. Martin est-il, statistiquement parlant, un Gabonais. L'exploitation de la forêt s'est accélérée après la dernière guerre mondiale. L'Europe se reconstruisait, elle avait besoin de bois. Pour améliorer leur rendement, les entreprises se sont mécanisées, doublant ainsi leur rythme d'abattage, ce qui leur permit, entre 1953 et 1960, de licencier la moitié de leurs ouvriers indigènes. Son exploitation n'étant pas encore très mécanisée, M. Martin emploie jusqu'à 70 ouvriers. Les troncs sont flottés sur le fleuve, jusqu'à la Syrie ou jusqu'à Port-Gentil pour y être embarqués.
En 1969, M. Martin a acheté son exploitation à crédit pour 80 millions de centimes. Aujourd'hui, non seulement il a remboursé ce crédit, mais ses bénéfices lui ont permis d'importer pour 340 millions de centimes en machines et de consacrer 80 millions encore à la construction de routes, et même d'acheter un petit avion. En moins de 6 ans, M. Martin a donc pu réinvestir plus de 6 fois la mise de départ. Et pour un chiffre d'affaires de 400 millions de centimes, il estime son bénéfice net à 160 millions. Pour encadrer ses 70 ouvriers, il s'est assuré les services de 2 techniciens européens. Un tiers des salaires va aux 2 techniciens. Les 70 ouvriers gabonais se partagent le reste. Les Européens du Gabon affirment volontiers que les indigènes sont paresseux et que les méthodes coloniales, après tout, avaient du bon. Devant le patron, les ouvriers doivent respectueusement garder leur chapeau à la main. Ces ouvriers qui mâchent de la canne à sucre, des paresseux, vraiment? Comparé à l'énergique M. Martin, bien sûr, mais son revenu est 350 fois le leur. Ils n'ont certainement pas les motivations qui ont développé chez leur patron l'esprit pionnier, cet esprit qui a, paraît-il, fait l'Afrique. Isolés dans la brousse, M. et Mme Martin s'arrangent pour vivre comme des gens civilisés. Mais les moments de détente sont rares pour qui veut faire fortune. Depuis 1 an, les affaires sont difficiles. La crise européenne fait sentir ses effets jusqu'ici. Investir en Afrique ou ailleurs dans le tiers-monde, c'est apporter un peu ou rien du tout et retirer beaucoup le plus vite possible. Mais il est très risqué d'investir dans un pays qui n'a été mis en valeur, comme on dit, que pour satisfaire les besoins des puissances dominantes. Un pays sans économie nationale, une annexe de l'Occident. Que là-bas la construction s'arrête, ici il n'y a plus de travail. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. Le climat étant malsain, les Martins ont décidé de ne pas avoir d'enfants tant qu'ils seraient en Afrique. En attendant, ils ont adopté 2 petits chimpanzés qu'un ouvrier avait trouvés dans la forêt. Content, viens, viens, content. Sur la table des Martins, la même nourriture et les mêmes boissons que s'ils étaient en France. La production locale se réduit aux mangues et aux bananes. Cela pose des problèmes. Point de vue alimentation, on fait tout venir de Libreville et tout est exporté tout est importé de France. En brousse, on n'a absolument aucun moyen de ravitaillement à part acheter des conserves. Autrement, tous les vivres frais viennent de Libreville et de la France. Alors on a 30 000 hectares, enfin on a 23 500 hectares qui sont posés. On doit avoir une extension sur un permis qui va nous porter la totalité des hectares à 30 000, et ce qui représente quand même une bonne dizaine d'années de travail. Eh bien, depuis 1969, ça représente entre 160 et 170 millions d'investissements. 170 millions CFA, ce sont les 340 millions de centimes investis dans ce matériel, qui a pu être amorti en 5 ans. Grâce à lui, la coupe des arbres s'est accélérée. D'ici 10 ans, il ne restera plus dans le coin aucune essence exportable. Si les entrepreneurs installent leur usine en Afrique, c'est surtout parce que la main-d'œuvre y est de 15 à 20 fois moins chère qu'en Europe, et de ce fait, les bénéfices beaucoup plus élevés qu'en métropole. Après la dernière guerre, scieries et fabriques de contreplaqué se sont installées ici, au Gabon. Quand la conjoncture économique est favorable, cela revient au même pour l'économie européenne qu'une usine soit installée en Afrique ou en Europe. De toute façon, ce sont les industries européennes
qui vendent les machines et fournissent indéfiniment les pièces de rechange. Mais en période de crise, l'Europe ne peut accepter que les Européens installés en Afrique ne fassent une concurrence soudain considérée comme déloyale. Pour l'éviter, on a tout simplement augmenté le prix du fret, augmentation de 130% par exemple, pour le bois usiné en provenance du Gabon. Des remorqueurs construits en France, appartenant à une société française, tirent jusqu'au cargo d'une compagnie française de navigation le bois gabonais destiné à l'Europe. Les pays dominés continuent, comme par le passé, de livrer ce qu'ils produisent et possèdent aux puissances qui demeurent dominantes. Les économies du tiers-monde n'existent plus que par rapport aux pays qui les utilisent. Ni à gauche, ni à droite, mais toujours de l'avant. Le Gabon est obligé d'exporter son bois qui assurait jusqu'à ces dernières années l'essentiel des ressources de l'État. Taxes d'abattage, droits de douane sur les matériels d'exploitation, impôts sur les revenus des exploitants, taxes de sortie. La classe politique, administrative et militaire vivait sur l'exportation du bois. Et si le pays n'avait pas exporté son bois, comment aurait-il pu importer les bureaux métalliques pour les fonctionnaires, les fusils pour les militaires et la Mercedes 600 du président? Changeons le Gabon et changeons la vie. Dans les écoles, travaillons pour développer notre Gabon. Plus de 36 milliards de centimes d'exportation en 1973. Un peu moins en 1974, beaucoup moins en 1975. Mais sur ces chiffres qui demeurent importants, que reste-t-il au Gabon? Quelques salaires et quelques taxes. Au total, entre 15 et 20% de la valeur du bois rendu au port d'embarquement. Là, ce bois est pris en charge par une multitude de sociétés étrangères. Banques, compagnies d'assurance, de transit, de remorquage, d'arrimage, de navigation. La valeur du bois s'augmente de tous les services rendus par ces entreprises étrangères. Un seul chiffre. La tonne de Koumé est payée en moyenne 600 nouveaux francs à l'exploitant. Puis elle paie le double en transport pour arriver en Europe. Le bois a-t-il financé le Gabon ou la compagnie de navigation européenne? Pour sortir du sous-développement, Le bois gabonais a cessé d'être gabonais dès l'instant où il a été arraché à la forêt africaine. Il rémunère des capitaux étrangers, rembourse des matériels étrangers, fait vivre d'innombrables sociétés étrangères. Il est indispensable à l'Europe, non pas tellement parce que l'Europe a besoin de bois, que parce que c'est elle qui exploite le bois du Gabon, que ce bois crée chez elle des profits, du travail, des emplois. Avec nos vrais amis, construisons le Transgabonais. La deuxième ville en importance du pays, Port-Gentil, fondée pour la traite des Noirs, vit aujourd'hui du commerce du bois. Au sud-est du Gabon, une mine à ciel ouvert. Une carrière plus qu'une mine. Le plus important gisement de manganèse du monde. Le Gabon, grâce à cette seule mine, est le troisième exportateur mondial de ce minerai, indispensable à la sidérurgie. Plus de 2 millions de tonnes de manganèse exportées chaque année. La mine a été mise en exploitation en 1962 par la Comilog, compagnie minière de Logoué, dont les actionnaires sont des sociétés françaises et américaines. Une petite participation de 10% a été laissée à l'État gabonais. Le plus gros actionnaire, le trust américain US Steel, qui contrôle déjà les mines de manganèse du Brésil. La Comilog vend le minerai à ses propres actionnaires. Cela rend bien difficile le contrôle des bénéfices réels de l'exploitation. Ces bénéfices peuvent être réalisés soit au Gabon, soit en France ou aux États-Unis. On dit souvent, pour justifier les nationalisations,
que les bénéfices réalisés par les sociétés reflètent l'exploitation dont sont victimes les pays du tiers-monde. L'exploitation se mesure autrement. Pour mettre en exploitation ce gisement, la Comilog a investi 57 milliards. Elle s'est équipée de ses camions et de ses engins fabriqués aux États-Unis. Elle a importé des USA et d'Europe une installation pour le lavage et le calibrage du minerai. Elle a enfin construit une infrastructure d'évacuation du minerai. Cela représente d'énormes investissements et le minerai de manganèse va devoir payer tout cela. L'essentiel des investissements, c'est ce téléphérique, le plus long du monde, 76 km. Il va jusqu'à la frontière du Congo. Chaque benne contient une tonne de minerai. Un chemin de fer à travers la forêt, la continuation du téléphérique en territoire congolais. Le manganèse a donné naissance à la troisième ville en importance du Gabon. Dans 50 ans, cette mine sera épuisée. C'est ainsi que se font les villes mortes. À l'intérieur du pays, les paysans vivent en dehors du système économique. Ils vivent sur eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est ce que l'on appelle autosubsistance, et qui n'est en fait qu'une grève de la production. En vendant quelques poissons, quelques peaux de crocodile ou leurs vanneries, ils se procurent ce dont ils ont besoin, des tissus, ou ce dont ils ont envie, de la bière. Avec bien peu de travail, tous les besoins du groupe sont couverts. Personne n'est riche, personne n'est misérable, la solidarité du groupe assurant la sécurité de chacun. Ceux qui partent pour la ville doivent travailler bien plus durement dans une totale insécurité et là aussi pour simplement survivre. Une pirogue chargée de paysans descend le Goué. Ils vont au marché vendre des bananes, du vin de palme, les maigres surplus de leur économie de subsistance. Maigres, mais qui n'appartiennent qu'à eux. Ni intermédiaires, ni État n'en tirent profit. Ces surplus ne donnent lieu à aucune accumulation de capital. Ce repliement des paysans sur eux-mêmes explique la pénurie de ravitaillement dans les villes. Pour y remédier, le gouvernement envoie périodiquement en brousse des troupes pour réquisitionner le manioc et les bananes. Perdus dans la forêt,
loin des routes, cachés au fond d'un bras de Logoué, un petit village, une grande famille. Cette danse nocturne est un rituel, un des ciments de cette société. La société traditionnelle africaine ne subsiste que dans ces villages isolés. Mais cet isolement la condamne à la stagnation et en fin de compte à la régression. Assiégée de toutes parts, elle ne peut plus se développer. Elle ne peut que se souvenir, répéter machinalement les gestes des anciens. Les Africains connaissaient l'usage du fer avant l'arrivée des Européens. Ils savaient fabriquer leurs outils et leurs armes. Avec les Européens, ils ont été dépossédés de leur propre développement, qui s'est trouvé bloqué. C'était désormais les Blancs qui leur dictaient ce qu'était le progrès. Les croyances de ces Africains, leur mode de vie, ont été décrétés primitifs. Pour survivre en tant que société, ils doivent refuser ce progrès, renouer avec leurs traditions. Et c'est ainsi que les dirigeants actuels s'imaginent le progrès. Fabuleuse richesse numéro 3, le pétrole. On vient d'en découvrir au large du Gabon. 5 ans de réserve prouvée. Au prix où est le pétrole, c'est la fortune. Du coup, le budget de l'État, de 51 milliards en 1974, passe à 150 milliards en 1975. L'État gabonais et les sociétés pétrolières se partagent à égalité ce pactole. Cela ne signifie pas que le Gabon tire autant de profit de son pétrole que les nations industrialisées. Elles prennent la part du lion. Tout comme le manganèse, le pétrole rembourse d'abord tous les matériels fournis pour l'exploitation. Et ensuite viennent les entrepreneurs qui construisent les usines, les routes, les ports, les gratte-ciel. La part gabonaise reprend ainsi le chemin de l'Europe et des États-Unis. Les dauphins, curieux, tournent autour des installations pétrolières. Le Gabon a besoin dans son petit livre vert, tous unis dans un pays prospère. Quand le pétrole est là, les hommes d'affaires ne tardent pas. Les Allemands ont mis longtemps à s'intéresser au Gabon. Trop longtemps au goût du président Bongo. Une délégation d'hommes d'affaires de la République fédérale a été invitée pour évaluer les possibilités d'investissement. On lui présente le capital du pays. Ses réserves considérables de bois, 50 ans de manganèse, 5 ans de pétrole au moins, et la plus grosse réserve de minerais de fer de l'Afrique, exploitable dans 10 ans. Le pays est rassurant. On investit dans le tiers-monde, de préférence là où les revenus assurés par les matières premières remplissent les caisses de l'État
et où la stabilité politique semble assurée. Oui, nous sommes une délégation de 40 personnes environ, invitées ici au Gabon en tant qu'hommes d'affaires allemands. Notre but, la promotion des investissements ici, au Gabon, pays qui est de ce point de vue un pays d'Afrique les plus intéressants, de par sa stabilité politique, de sa bienveillance vis-à-vis des investissements. En effet, le président Bongo a une attitude exceptionnellement favorable à l'égard de l'économie allemande. Nous sommes les premiers Allemands auxquels on montre tout le pays. Le gouvernement nous a longuement entretenus de tous ces projets et nous a assuré de tout son concours en ce qui concerne les avantages fiscaux et les garanties d'investissement. Hat auch uns und unserer Delegation viele Hilfe in steuerlichen Sachen, in Investitionsvorhaben und sonstige Projekte zugesichert. Quant à la stabilité politique, elle est assurée par la présence de parachutistes français qui forment la garde personnelle du président. Le président, pour sa part, trouve que les hommes d'affaires, ce n'est pas suffisant. Il voudrait des relations plus satisfaisantes avec le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Il y a une chose d'abord que nous déplorons, et moi en particulier, c'est que bientôt ça fait 8 ans que je suis à la tête de ce pays. Je suis allé en Allemagne, à la République fédérale d'Allemagne plus de 3 fois, mais jamais nous avons eu une autorité gouvernementale allemande en visite au Gabon. C'est vous dire que nous attendons beaucoup de l'Allemagne, mais qu'est-ce que vous voulez, si les Allemands ne viennent pas au Gabon, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous avons besoin de tout le monde parce que nous estimons que le Gabon n'appartient qu'aux Gabonais, c'est-à-dire à nous. Nous ne sommes pas un pays cloisonné, nous sommes un pays à plusieurs portes, donc ouvert sur tout le monde, et surtout ceux qui sont désireux de coopérer avec nous. Libreville se construit. Là se concentre la minorité qui vit de l'exploitation des ressources du pays. Une minorité de Gabonais privilégiés, de bureaucrates, d'hommes politiques, de militaires et les étrangers. Depuis 5 ans, notre beau pays, notre Gabon est vraiment bien parti. L'indépendance et rénovation, vive le PDG et vive le Gabon. Les Européens n'étaient pas plus de 5 000 avant l'indépendance du Gabon. Ils sont aujourd'hui près de 30 000. Cette construction politique, économique et sociale, qui se bâtit sur des ressources qui ne dureront pas toujours, ne survivra pas à l'épuisement de ces ressources. Pourquoi s'en préoccuper? Pour le moment, tout va bien. Les Européens vivent largement. Tous unis, le PDG, c'est notre parti. Dialogue, tolérance et paix, c'est la devise du parti gabonais. Avec Bongo, avec Bongo. Bien qu'ils fassent tous deux le même travail, l'ouvrier blanc reçoit de 10 à 15 fois plus que son collègue noir. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, est un slogan qui n'a pas de sens lorsqu'il s'agit de prolétaires divisés par le système économique mondial. Ici, l'ouvrier européen a le même intérêt que la compagnie pétrolière à ce que le pétrole s'en aille vers l'Europe. Puissance financière, compagnie pétrolière, techniciens, ouvriers qualifiés, manœuvres, tout le monde est impliqué dans le même système économique.
L'ouvrier africain, lui, contribue pour un salaire de misère à la croissance des pays industrialisés. Comment pourrait-il se sentir solidaire des ouvriers européens dont le niveau de vie et la sécurité reposent en partie sur l'exploitation de son pays, le pillage de ses matières premières et son propre travail? Et comment l'ouvrier européen pourrait-il se sentir solidaire si cette solidarité devait le conduire à réduire ses habitudes de consommateur? L'exploitation pétrolière en haute mer fait appel à une très haute technologie. Un atelier flottant, une barge ancrée en mer, elle appartient à une société française qui la loue pour 10 millions de centimes par jour à une société pétrolière française. Ingénieurs, techniciens et ouvriers qualifiés viennent de France. Peu nombreux les ouvriers gabonais. Cette plateforme pèse 400 tonnes. Plus tard, on y construira des habitations climatisées et des salles de séjour pour les techniciens surveillant le puits. C'est une prouesse technique pour l'ingénieur de la poser d'un coup sur ses piliers. Tout le monde est content. Les exploits techniques des pays industrialisés ne sont-ils pas présentés comme ceux de l'humanité entière, lancés sur la voie du progrès? Libreville a un port tout neuf, Owendé. On y vit à l'ère du container. Le port ne suffit déjà plus. Son agrandissement coûtera 10 milliards. 10 milliards en perspective pour les entreprises occidentales. Mais aussi une rapide hausse des prix. Libreville est désormais une des villes les plus chères du monde. Les gens se précipitent vers le port. Un bateau de vivres est annoncé, un chargement de bananes venant de Logoué. La nourriture est non seulement chère, mais rare. Les Européens et les élites gabonaises peuvent supporter la hausse des prix, la majeure partie de la population, non. Les chargements de manioc, de bananes, tels celui-ci, n'arrivent généralement pas jusqu'au marché. Ils sont interceptés au port par la population. Les bateaux sont souvent pris d'assaut et pillés. Les flics sont là pour éviter les bagarres. Comment l'homme de la rue pourrait-il payer les légumes venus de France par avion ou la viande importée de Rhodésie? La pénurie sévit même dans les petites villes de l'intérieur. Quand arrive un bateau chargé de viande de singe fumée, c'est un événement. La raison de cette pénurie, la hausse des prix, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'incite pas les paysans à produire plus. Au contraire, car ce qu'ils vendent augmente beaucoup moins que ce qu'ils voudraient acheter. L'échange devient pour eux de plus en plus inégal. C'est la raison pour laquelle, malgré la hausse des prix alimentaires, de moins en moins de vivres arrivent sur le marché. Aujourd'hui, jour de fête, jour de la rénovation nationale,
en présence de son Excellence le Président de la République, fondateur et secrétaire général du Parti unique, père de la Rénovation, le grand camarade Albert Bernard Bongo. Ces jours de liesse populaire et le peuple voit défiler des soldats, des parachutistes, des policiers, des femmes soldats, des femmes policiers. Les uniformes viennent de France. Tout ce qui vole a été rassemblé, dont 2 avions qui ont été donnés au président par l'Afrique du Sud. Malheureusement, ces avions personnels, un Mystère 20 et un DC-8, ne participent pas. Le premier irait trop vite et le second serait trop gros. Madame Bongo. Un dirigeant du tiers-monde, dans ce contexte, peut-il prétendre à être le représentant de son peuple, ou n'est-il que celui des puissances qui exploitent le tiers-monde? Les femmes des policiers sont là, aussi fidèles soutiens du régime que leurs hommes. Et les enfants des policiers marchent au pas. L'année dernière encore, le défilé de 5 heures se terminait par les chars des sociétés privées étrangères. Cette année-ci, le président Bongo a interdit la participation de chars publicitaires. Mais le départ du président représente une publicité indirecte fort impressionnante pour une certaine marque de voiture. Le réseau routier d'un pays fournisseur de matières premières présente un aspect tout à fait remarquable. Les routes ne sont que le prolongement des voies maritimes en direction des mines. Cette route en construction doit relier la mine de manganèse à celle d'uranium. Elle n'est qu'une liaison entre 2 centres d'intérêt étrangers. Encore un moyen pour accélérer l'exploitation des matières premières, le chemin de fer transgabonais. Il n'ira pas seulement à Mwanda, pour le manganèse et le bois, il ira aussi à Balinga, où se trouve le plus important gisement de fer de l'Afrique. Une montagne de fer qui sera mise en exploitation en 1985, quand les mines de Mauritanie seront épuisées. Un groupe de sociétés européennes se partageront plus de 160 milliards de centimes en travaux et fournitures pour la construction du transgabonais, qui n'a encore que 200 mètres de long. Les ouvriers gabonais n'ont pas l'air de se rendre compte de l'urgence des travaux. Et pourtant, ceux-ci doivent être payés par le pétrole. Comme le pétrole risque d'être épuisé d'ici 5 ans, il vaudrait mieux faire vite. Peut-être comprennent-ils d'instinct
que pour un ouvrier du tiers-monde, travailler à ce genre d'entreprise, c'est contribuer au sous-développement de son propre pays. Sous ce tapis de forêt dorment encore des matières premières. Ici, on a trouvé de l'uranium. Qu'apporte l'uranium à l'État gabonais? Pas de dividendes. La société d'exploitation étant déclarée déficitaire. Pas de taxes ni d'impôts pour la même raison. On dit que l'énergie de l'avenir dans les pays industrialisés, c'est l'uranium. Cette mine d'uranium illustre de façon caricaturale l'avenir du Gabon, pays producteur. Mounana, ville fonctionnelle, reproduit une société occidentale, hiérarchisée, bien en ordre. Une apparence de prospérité autour d'une mine déjà épuisée. Une population qui ne vit pas sur les revenus de son capital, mais sur son capital lui-même. Un capital qui s'épuise inexorablement. Toute une construction qui ne survivra pas à l'épuisement de ce capital. Un pays pauvre, dont la population sera plus pauvre encore. Sans forêt, sans ressources minières. Un pays dont tout aura été retiré pour servir la croissance économique des États industrialisés, des anciens conquérants, des sociétés qui se sont construites sur la conquête et la razzia. Un pays vidé, un trou. Les sociétés multinationales dont les drapeaux flottent sur le monde entier ne sont que les représentants les plus voyants d'un système mondial d'exploitation économique. En vérité, tout le monde participe au système. Tous ceux qui travaillent dedans, exploitants comme exploités. À ce système qui procure ce que nous appelons le progrès. Les exploiteurs semblent ne pas voir les nuages noirs qui s'accumulent à l'horizon. Mais les peuples du tiers-monde accepteront-ils de participer indéfiniment à un système qui les détruit ?